Je reprends les données européennes parce que je suis pas sûre que vous les ayez entendues. Donc, ce sont des données qui ont été publiées très récemment, en mars 2024, par le CDC. Et elles correspondent à l'année 2022. Et donc, vous voyez qu'on a une augmentation donc du nombre d'infections à chlamydia qui sont aux alentours de 216 000 et ça correspond à une augmentation de 16% entre 2020 et 2022. Les gonocoques, 70 000, presque 71 000 cas de gonococcie, une augmentation de 48%. Et la syphilis, 35 000 cas de syphilis, une augmentation de 34%. Si on regarde les populations clés, eh bien les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes sont particulièrement vulnérables, notamment sur les infections à gonocoque et la syphilis. En revanche, pour les infections à chlamydia, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Et une autre donnée que je ne vous montre pas, mais qui a été assez frappante en 2022, c'est qu'on a une augmentation des IST, et notamment des cas de gonococcie chez les jeunes de moins de 25 ans, et particulièrement les femmes et les hommes ayant des relations sexuelles avec les femmes hétérosexuelles. Si on regarde maintenant l'épidémiologie des IST en France, comment elle est surveillée? Eh bien, heureusement, nous avons des réseaux de cliniciens, le réseau Résiste, le réseau des Surségides, et puis le réseau Sentinelle des médecins généralistes. Et je vais vous montrer des données très récentes de ce réseau, et je remercie les collègues qui y participent. Nous avons également des enquêtes ponctuelles au niveau des laboratoires de biologie qui sont coordonnés par Santé publique France, et la dernière date de 2016, et puis des données du système national des données de santé, et enfin donc notre centre national de référence des IST bactériennes, avec donc les 4 bactéries qui sont expertisées, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, le gonocoque et la syphilis. C'est 3 laboratoires, notre laboratoire à Bordeaux et 2 laboratoires à Paris, le laboratoire de Béatrice Berceau pour son expertise sur le gonocoque à Saint-Louis, et le laboratoire de dermatologie donc de Nicolas Dupin, donc à l'hôpital Cochin. Alors, si on regarde l'infection à Chlamydia trachomatis, donc c'est des données des enquêtes de laboratoire, vous voyez qu'entre 2012 et 2016, on a multiplié les infections d'un facteur supérieur à 3, et en 2016, on avait à peu près 270 000 cas d'infection à chlamydia, soit à peu près une incidence d'environ 500 cas pour 100 000 habitants de plus de 15 ans. Les données du réseau Sentinelle, qui sont très récentes, qui ont été publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire en fin d'année dernière. Donc, vous voyez que sur cette surveillance des IST bactériennes en France hexagonale entre 2020 et 2022, eh bien, les collègues généralistes décrivaient 1200 cas d'IST bactériennes, avec pour chlamydia donc une incidence de 102 cas pour 100 000 habitants et une augmentation de 16% en 2 ans. Pour les gonocoques, 44 cas pour 100 000 habitants, une augmentation de 91% par rapport à 2020. Donc, vous voyez que ça confirme les résultats vus en Europe. Et puis, la syphilis, 21 cas pour 100 000 habitants, avec une augmentation de 110% également par rapport à 2020. Je laisse la parole à Charles. Merci beaucoup. Alors, je vois sur le chat les diapos ne défilent plus, mais je pense que c'est une erreur, non? Parce qu'elles défilent partout. Ok, donc juste un petit mot pour comme le public était majoritairement des personnes soit de soins primaires, soit de médecine générale, pour rappeler quand même les recommandations HS de 2018 du dépistage systématique opportuniste des femmes cisgenres de 15 à 25 ans en activité sexuelle qui restent recommandées. Donc ne pas oublier de le faire quand vous êtes médecin généraliste, gynécologue. Comment? Ben, vous faites une simple prescription pour le laboratoire de biologie médicale. Non mais c'est bon Vincent, hein, avec sur l'ordonnance le mot dépistage chlamydia trachomatis, et on rappelle encore une fois par auto-écouvillonnage vaginal. Donc je vous propose d'enchaîner par une vignette clinique qui s'appelle un écoulement génital. Donc il s'agit d'un homme cis de 24 ans HSH qui vient me voir en consultation pour un écoulement urétral apparu il y a 3 jours après une pénétration anale insertive non protégée. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, on va vous montrer une photo. Donc, Vincent va couper les micros. Qu'en pensez-vous? Donc là, vous êtes censé répondre sur le chat. Alors, on nous dit qu'il y a du décalage, mais a priori, il n'y a pas du décalage partout. Non, mais juste, je veux voir quelques petites réponses. Gonocoque.
Gonocoque. On me dit gonocoque. On vous dit gonocoque. Ok. Donc, on aurait. Alors là, c'était un peu difficile de dire gonocoque. Là, le diagnostic qui était attendu était un diagnostic clinique, hein. Donc là, on est sur une urétrite aiguë, puisque la période d'incubation était très courte. Et éventuellement, on peut dire purulente quand on voit l'aspect de l'écoulement plutôt jaunâtre. Alors, du coup, quelles sont les étiologies ou quelle étiologie retenez-vous? Alors, certains ont mis gonocoque. Est-ce que d'autres ont d'autres idées? Chlamydia également. Chlamydia également. D'accord. Donc, les deux étiologies, en effet, à mettre en avant, c'est en un, vu la période d'incubation et le liquide plutôt purulent, le gono, et en deux, le chlamydia, sachant bien évidemment que vous pouvez avoir des co-infections. Alors, quel examen allez-vous prescrire à ce patient? Et c'est là où on a le besoin de l'expertise de notre consoeur microbiologiste. Alors, votre microbiologiste préféré vous répond. Alors, quels sont dans les échantillons en cas de symptômes? Donc, chez la femme, ça sera plutôt donc un endocole avec pose de spéculum. En cas de suspicion d'infection haute, parce que là, le cas qu'on vous montre, c'est chez l'homme, et on va passer chez l'homme, quand on suspecte une infection haute, idéalement, ça sera une biopsie de l'endomètre ou des prélèvements obtenus sous célioscopie, biopsie au niveau des trompes, liquide du cul-de-sac de Douglas. Chez l'homme, et en l'occurrence dans notre cas clinique, ça sera un premier jet d'urine, qui est un prélèvement non invasif. Et si vous avez un écoulement urétral, donc ce qui est le cas dans l'image précédente, donc vous prélevez l'écoulement urétral. Chez les femmes et chez les hommes, en fonction des pratiques sexuelles, on peut être amené à réaliser un écouvillonnage anal, qui peut être également auto-écouvillonnage ou par le praticien, un écouvillonnage pharyngé, et en l'occurrence, l'écouvillonnage par le praticien est quand même plus efficient, notamment pour récupérer des cellules, que l'auto-écouvillonnage pharyngé, qui n'est pas forcément facile à réaliser, et puis éventuellement un écouvillonnage conjonctival. Si vous avez une suspicion de lymphogranulomatose vénérienne avec donc une ulcération, il faudra prélever l'ulcération. Toujours dans un cas de LGV, éventuellement une adénopathie inguinale, on peut être amené à ponctionner. Et puis, liquide articulaire dans des cas de syndrome plus compliqués, voire des hémocultures en cas donc de suspicion d'une infection disséminée à gonocoque. Ok. Si je reviens sur le diagnostic du gonocoque, parce que certainement que ce monsieur présente une urétrite à gonocoque, pour vous rappeler que c'est un diagnostic uniquement direct. Alors, si on a un écoulement, le microbiologiste va faire un examen direct, et vous voyez sur cette coloration de grammes sur votre droite, que nous avons des diplocoques en grammes négatifs, diplocoques à grammes négatifs par 2, des petits cocci par 2, qui sont pathognomonique du gonocoque, et la sensibilité est excellente dans un cas symptomatique comme le cas que nous présente Charles. La culture et l'avantage de la culture à partir de cet écoulement, c'est que on va pouvoir réaliser un antibiogramme. Mais cette culture, elle manque de sensibilité, et à l'heure actuelle, beaucoup de diagnostics sont réalisés par une PCR, amplification d'acide nucléique, qui en général amplifie chlamydia et gonocoque, et qui présente une excellente sensibilité et spécificité. Et en cas de PCR positif, si la culture n'avait pas été faite, il faut revenir sur l'échantillon pour réaliser une culture qui nous permettra d'avoir l'antibiogramme. Alors, j'en profite pour vous faire un petit point sur les PCR multiplex, parce que certains de nos confrères en laboratoire peuvent vous proposer des PCR multiplex, des PCR syndromiques. Il en existe un grand nombre maintenant, qui sont en capacité de détecter les vrais agents d'IST, en l'occurrence chlamydia, le gonocoque, mycoplasma génitalium ou encore trichomonas vaginalis, voire en cas d'ulcération, l'agent de la syphilis, hémophilus du Crayi, on n'a pas franchement beaucoup dans nos régions, chlamydia trachomatis génotype L, donc dans le cas des LGV rectales, et puis des virus ulcérants. Mais le problème de ces tests multiplex, c'est qu'ils détectent aussi des micro-organismes qui font partie donc du microbiote commensal chez l'homme ou la femme. Et là, je parle des mycoplasmes urogénitaux que sont Mycoplasma hominis et Uraplasma, ou encore Gardnerella vaginalis chez la femme, et ce sont des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes dans la plupart des cas,
Et le problème, quand on vous rend tous ces résultats, eh bien, il faut savoir les interpréter et ne pas surtraiter par antibiotiques des germes qui ne sont absolument pas pathogènes. Donc, c'est une des problématiques actuelles de ces PCR syndromiques, et la HAS va s'y pencher, mais c'est pas encore le cas. Voilà. Alors, juste si on peut rester sur la DIA, je trouve que c'est très important ce que vous a dit Madame Bébéard, parce que de plus en plus, pour ceux qui travaillent avec des laboratoires de biologie médicale, on va vous rendre des nombreux agents infectieux, et donc vraiment focaliser sur ceux qu'on a mis en noir, chlamydia et gono, éventuellement en gris, génitalium et trichomonas vaginalis. Sur les autres, à notre avis, il n'y a pas lieu d'en tenir cas. Et ça, c'est vraiment un message très, très, très important à l'avenir. Ça sera de plus en plus comme ça. Je vois une question là. Bien sûr, en fonction des pratiques sexuelles, on va être amené à faire, et notamment chez les HSH, des prélèvements sur les 3 sites, pharynx, urine et anus. Alors, pour les questions, Vincent les collige, et on y reviendra à la fin sur le temps qui nous restera. Mais bien évidemment que là, c'était important d'y répondre. Ouais. Alors donc, en effet, nous avions une culture positive à gonocoque. Donc, je pense qu'il y a une diapositive qui a sauté, mais c'est pas grave. Il y a des diapositives. Ah, t'as enlevé tes diapositives? Non. Non? Ok. Alors, quel traitement vous proposez? Alors, traitement que vous proposez, je regarde dans le chat, ceftriaxone 1 gramme, très bien. Très bien, non, pas très bien. Bah, sur un gonocoque. Ah oui, mais non, sauf que là, oui, voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore que c'est le gonocoque. Ouais. Il faut quand même diagnostiquer. Eh oui. Alors, azithromycine 2 unique et ceftriaxone, ah oui, c'est produit plus d'oxyde. Ça, c'est marin. Ok, donc c'est pour ça, oui, maintenant j'y suis. Donc là, on voulait vous faire discuter le traitement syndromique, qui est donc une urgence, c'est-à-dire que le patient, il va se faire prélever, comme l'a dit Mme Bébéard, puis vous débutez ce traitement syndromique qui doit couvrir bien évidemment l'agent qu'on suspecte en premier, le gonocoque, mais dans le cas d'une possibilité de co-infection ou bien d'un diagnostic qui peut être un piège, parce qu'on peut avoir des urétrites de ce type à chlamydia, même si là l'incubation est assez courte, mais il a peut-être eu un rapport à risque quelques jours avant. On ne fait plus l'azithromycine, bon, on verra ce que disent les prochaines recommandations, mais plutôt la doxycycline sur 7 jours. Alors, le résultat, bien évidemment, on le suspectait, c'est un gonocoque que l'on a retrouvé en PCR sur le prélèvement de la goutte, par exemple, et en culture. Et donc, je vais laisser la parole à Cécile pour vous parler un petit peu de gono. Alors, le gonocoque, c'est une bactérie qui pose de gros problèmes de résistance aux antibiotiques. Et d'ailleurs, c'est sur la liste des bactéries à surveiller donc au niveau mondial, des bactéries résistantes qui posent vraiment un risque d'échec thérapeutique. Et vous allez voir qu'il est important de suivre les recommandations. Naturellement, c'est une bactérie qui est sensible à de nombreux antibiotiques. Comme vous l'a dit Charles, la ceftriaxone est l'antibiotique de référence, mais il y a de nombreuses résistances acquises. Et là, je vous montre des résultats donc des études de surveillance aux antibiotiques que nous menons au sein du CNR, et c'est ma collègue Béatrice Berceau qui le coordonne. Donc, vous voyez que ces enquêtes s'appellent NGON. Vous voyez que sur les résultats de la dernière enquête 2022, et donc là, on en est à environ à peu près 1000 souches, on n'a pas de problème de résistance au traitement de première intention qui est la ceftriaxone, puisqu'on a 0,2% de résistance. En revanche, on voit que la résistance à l'azithromycine, eh bien, elle augmente, puisqu'on est maintenant à 12%. Et puis en revanche, il y a des antibiotiques qu'il faut absolument pas utiliser en première intention sans avoir de résultat d'antibiogramme, comme la ciprofloxacine, on en est à quasiment 70% de résistance, et les tétracyclines, plus de 90% de résistance. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir, la résistance au jour d'aujourd'hui en France à la ceftriaxone est exceptionnelle. La ciprofloxacine, plus de 65% de résistance, vous l'utilisez pas en première intention. Même chose pour les tétracyclines, et on a un souci quand même sur l'azithromycine puisque on dépasse les 10%. Le gonocoque, mais si les diades défilent, c'est que certains ont du retard, je pense. Oui, non, je pense que les diades défilent, mais peut-être selon vos réseaux, il y a un peu de retard parce que nous, on a plusieurs ordis sur lesquels les diades défilent. Toi, ça défile pas?
Ah oui. Oui, ça marche, Marine dit que ça marche. Oui, oui, Marine dit que ça marche. Excusez-nous pour ceux qui ont du retard sur les diapositives, mais écoutez les paroles de Madame Bébéard, c'est plus important. Alors, toute infection, alors le gono en médecine générale, j'ai vu que c'était une question de notre ami de Marseille. Donc, quand on sait bien évidemment qu'on n'a que du gono et que la personne est symptomatique, on ne va traiter que le gono. Tout à l'heure, je vous ai fait le traitement syndromique où l'on ne sait pas et on traite les deux. Ça, c'est souvent une question que l'on a quand on va traiter les deux alors qu'on sait qu'on n'a pas le chlamydia. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de traiter le chlamydia si vous avez fait le prélèvement des 3 sites et vous faites en première intention la ceftriaxone 1 g IM. Si contre-indication, pensez à l'intra-veineuse. Et si c'est une allergie au C3G, dans ces cas-là, je pense qu'il faut avoir un avis infectieux et encore une fois, comme l'a dit Madame Bébéard, si vous avez une goutte, faire un prélèvement pour connaître la sensibilité aux antibiotiques et envisager les alternatives. Donc, je vous propose de passer au deuxième cas, qui est donc un cas d'ulcération génitale. On est encore sur un homme cisgenre de 30 ans, HSH, usager de PrEP VIH, qui vient vous voir en consultation pour la lésion suivante, apparue la veille. Donc, c'est un cas qu'on a eu dans le service, un infirmier en l'occurrence. Donc, la première question, et on va vous demander de répondre assez vite dans le chat, qu'est-ce que la PrEP VIH ? On va pas faire comme les WhatsApp, dès qu'il n'y a qu'une personne qui y répond. Alors, la PrEP VIH, en fait, c'est une prophylaxie pré-exposition du VIH qui se fait par 2 antirétroviraux, en l'occurrence le tenofovir et l'emtricitabine ou la lamivudine, plus exactement, qui est, bon, on peut parler, puisqu'on est sans industrie pharmaceutique, le générique du Truvada. Quelle unique question faut-il poser à ce patient? Il n'y a qu'une question à poser pour arriver au diagnostic. Donc là, on va peut-être attendre que quelqu'un réponde. Alors c'est vrai qu'il y a un petit décalage dans les... Exactement, bravo. Bravo tout le monde. C'était ça, c'était est-ce que vous avez mal? La réponse est oui, on va partir sur une primo ou une récurrence herpétique. La réponse est non, on va partir plutôt sur un autre diagnostic. Et alors, quelle est l'hypothèse diagnostique s'il vous dit qu'il a pas mal? J'ai répondu. Il a déjà répondu? Oui. Ok. Alors, pour être plus précis, on peut même préciser chancre syphilitique. Alors, quel examen microbiologique proposer à ce patient? Sérologie. Très bien, sérologie. Donc, la sérologie syphilis, Cécile, je crois, va vous l'expliquer juste après, mais les résultats pour ce patient étaient un test de type EIA positif à 80. Dans ces cas-là, le laboratoire doit déclencher derrière, et Cécile va vous expliquer, un test de type VDRL qui est à 16, et donc on confirme bien qu'on est sur une syphilis active avec un chancre. Donc Cécile, si tu veux rappeler la le diagnostic de la syphilis en 2024 est basé sur la sérologie. Et donc le premier test que, comme vous le dites, nous allons faire, c'est un test très polémique, qui est un test maintenant immunoenzymatique de type ELISA, qui sont automatisés. Et si le test est positif, eh bien on va partir sur des tests non très polémiques de type VDRL ou RPR, qui va nous permettre donc de doser ces antigènes et du coup de pouvoir suivre le traitement et la guérison de la syphilis. Je te laisse parler, Charles. Ouais, et je vais rebondir sur notre ami Monsieur Dr Lopez, qui à juste titre, c'est un faux cas clinique, puisqu'en effet à ce stade, très souvent la sérologie est négative, et c'est l'occasion d'en dire un mot. C'est vrai que ce patient avait une sérologie négative, on voit qu'on a des experts, et c'est là où éventuellement il y aurait la place de la PCR sur le chancre, c'est ce qu'on avait fait, c'était le début, et la PCR était positive. Mais là, si vous avez un patient à fort risque avec une sérologie négative sans douleur, c'est vrai qu'on peut conclure un chancre syphilitique. Donc là, on va dire que notre patient avait 16 de VDRL, donc il va falloir le surveiller à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois. On affirmera le succès thérapeutique si on a une baisse du VDRL, et ça c'est très important pour beaucoup de nos confrères qui nous écoutent, parce que parfois il y a des questions là-dessus, d'un facteur 4, c'est-à-dire de dilution. C'est-à-dire qu'on avait 16 divisé par 2, 8, divisé par 2, 4. Donc si à 6 mois vous avez 4 ou moins, c'est OK.
Et on va parler de recontamination, à l'inverse, s'il y a une réascension du VDRL de plus de 2 dilutions. Et là aussi, c'est important parce qu'on a souvent des gens qui sont traités alors qu'il y a eu un passage de 2 à 4. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait au moins 2 dilutions, c'est-à-dire d'un passage de 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important à avoir compris, à la fois pour affirmer le succès thérapeutique et d'autre part, la réinfection. Et je me permets de rebondir parce que j'allais tout de suite faire un commentaire et le docteur Son le fait très justement remarquer dans le chat, c'est que la PCR Treponema pallidum n'est pas remboursée, elle n'est pas prise en charge par la nomenclature. Donc dans le cadre d'un diagnostic de médecine G, c'est la sérologie. Et maintenant les TROD dans d'autres circonstances. Voilà. Bien sûr. C'est la sérologie. Alors, c'est juste que M. Lopez nous a challengé parce qu'on était au tout début du chancre et en effet, la sérologie négative, mais majoritairement, quand vous verrez vos patients, vous aurez des sérologies positives. Et s'il y a le moindre doute et que vous n'êtes pas expert, mais demandez à un expert ou sinon refaites une sérologie une semaine ou 2 semaines après en demandant à la personne de faire attention et vous verrez que votre sérologie va se positiver. Mais en général, les EIA se positivent très vite, quelques jours après le début du chancre. Alors, donc, on revient à notre cas. Le diagnostic est un chancre syphilitique ou donc une syphilis précoce. On rappelle très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, que on va définir une syphilis précoce par une syphilis qui évolue depuis moins de 1 an. Alors ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on avait pu apprendre à la fac. C'est une nouvelle classification. La période d'incubation de la syphilis, elle est longue, 3 semaines. Et les tests se positivent en général quelques jours après le début du chancre. C'est important cette classification parce qu'elle correspond à la période la plus riche en tréponème et la plus contagieuse, sachant que la période la plus contagieuse, c'est la période primaire, celle du chancre, qui est génitale, mais qui peut être également cachée, pharyngée, anale ou vaginale. Puis viennent les éruptions cutanées pour faire simple dans les phases secondaires. Et il y a un nouveau concept qu'on appelle les syphilis sérologiques latentes précoces, c'est-à-dire un patient pour qui vous avez fait une sérologie il y a 3 mois négative, 3 mois après elle est positive, mais vous n'avez aucun signe clinique, et il rentrera dans cette catégorie. Donc ce que vous verrez le plus en médecine de ville, ça sera les chancres et ces tableaux-là. Donc ces éruptions maculo-papuleuses non prurigineuses, il faudra bien faire attention à ne pas diagnostiquer des urticaires, à ne pas diagnostiquer des eczémas, des allergies au soleil, on entend souvent, ou bien ces lésions ici palmoplantaires et en l'occurrence palmaires chez ce même patient. La syphilis tardive par opposition, c'est celle qui va évoluer depuis plus de 1 an. Donc, on va retrouver ce qu'on appelait avant les syphilis tertiaires que l'on ne voit plus en 2024. Éventuellement, les syphilis secondaires, donc ça c'est une erreur de ma part, c'est un mauvais copier-coller, j'aurais dû l'enlever. Et les syphilis latentes tardives. Alors, les syphilis latentes tardives, c'est un patient pour qui vous avez une sérologie positive sans symptômes, mais vous n'avez pas d'antériorité. Ça passe plus. Ouais, mais c'est des diapos passent puisque nous elles passent. Ouais, on les voit. Je pense qu'il y a des petits problèmes de réseau, mais la prochaine fois on changera et on prendra pas Webex. Chez nous elles passent. Mais écoutez sinon ce que l'on dit, vous aurez le diaporama plus tard. Et les syphilis latentes tardives, c'est des syphilis qui évoluent donc depuis plus de 1 an. Et si vous n'avez pas d'antériorité sérologique, ben, par défaut vous allez classer les patients sans symptômes dans une syphilis latente tardive. La neurosyphilis, juste un mot parce qu'on en voit énormément en 2024. Elle peut apparaître à tous les stades sauf au stade de chancre. Et actuellement, ce que vous en voyez beaucoup, c'est des neurosyphilis précoces avec des formes ophtalmologiques. Et sur ces formes ophtalmologiques, on peut tout voir, uvéite, rétinite, et il faut savoir vite les diagnostiquer puisqu'il peut y avoir des problèmes. Donc un jeune HSH qui a un problème ophtalmo, il faut très vite l'envoyer chez l'ophtalmo, voire même lui piquer une sérologie VIH. Il ne faut pas traîner parce que les répercussions sont importantes et l'adresser à l'hôpital. Les formes tardives que l'on voyait dans la littérature, que l'on voyait dans la peinture, tous les gens qui sont morts de neurosyphilis, heureusement de nos jours on n'en voit plus. Donc si on revient à notre patient, quel était le traitement à lui proposer? Comme on est sur une forme précoce, c'est une injection intramusculaire de 2,4 millions de benzatine, benzylpénicilline G, autrement appelée extensiline. Donc un rappel très rapide sur le traitement puisqu'on est sur une mission CRATB et de bon usage. On va utiliser un antibiotique à spectre étroit mais qui va avoir une demi-vie longue. Éventuellement, si vraiment il y a une contre-indication formelle à l'intramusculaire, dans ces cas-là, c'est la doxycycline à 200 mg pendant 2 semaines.
Dans les autres formes de syphilis, ça va être 3 injections une semaine d'intervalle. Donc, il ne faut plus faire 3 injections systématiquement dans les syphilis précoces, et on en voit encore. Et tout ce qui est neurosyphilis, hospitalisation. Et ce que l'on n'a pas dit tout à l'heure et que l'on va dire là, c'est qu'il y a 3 mesures associées dans le cas d'une IST. Ça va être le dépistage et le traitement du ou des partenaires. Et dans le cas de la syphilis, c'est très important, comme l'incubation est longue, de penser à traiter les partenaires des 6 dernières semaines, même si leur test est négatif, puisque la période d'incubation est longue. Dépister les autres IST, on y reviendra à la fin, et recommander les relations protégées pendant au moins 7 jours. Ok, ça marche tout de même. Pardon? Ouais. Voilà. Alors, des douleurs pelviennes. Il nous a semblé utile avec Cécile aussi de parler un petit peu de femmes cisgenres. Et donc, il s'agit d'une femme de 23 ans nullipare qui présente depuis 2 jours des douleurs suspubiennes accompagnées de fièvre. Elle n'a pas d'antécédents, elle a des bonnes constantes. À l'examen, elle a une douleur à la palpation hypogastrique. Les fosses lombaires sont souples, il n'y a pas de dysurie nette. Que vous évoque ce tableau? Alors, plus un syndrome clinique. Un syndrome clinique Voilà. qu'une étiologie. Alors, Voilà. c'est vrai qu'on va parler de chlamydia. Maladie pelvienne inflammatoire. Oui. Maladie pelvienne inflammatoire, oui, c'est la traduction de PID. De PID, salpingite, très bien. Salpingite, très bien. Très bien. Alors, c'est dur à dire la salpingite, mais c'est pas mal. Mais en effet, IGH, c'est le mieux des réponses. Exactement. Mais bon, ouais, ça, mais c'est marin. Alors, c'est biaisé, c'est marin. Donc. Alors, infection génitale haute, voilà. Bravo Cécile, t'avais trouvé. Il y a longtemps que t'as pas fait toucher vaginal. Non. Alors, donc non plus. Ok. Donc, infection génitale haute, mais attention pour les médecins généralistes au diagnostic différentiel. Alors, l'endométriose, en théorie, il n'y a pas de fièvre. La tension d'annexe non plus. Les appendicites un peu trompeuses et les piélos. On a des piélos sans douleur lombaire et donc ça, il faut aussi y penser, sachant que les piélos sont quand même plus fréquentes que les IGH. Donc, on rappelle juste les recommandations sur les IGH de 2018 qui sont donc des douleurs pelviennes spontanées depuis plus de 4 jours chez des gens qui ont des facteurs de risque d'IST et qui peuvent avoir d'autres symptômes, des leucorrhées, des saignements, mais ces symptômes sont pas forcément toujours présents. Donc, je pense que juste après, Cécile va vous rappeler les facteurs de risque d'IST selon la HAS. Voilà, donc la HAS en 2018 a réévalué la stratégie de dépistage des infections à chlamydia trachomatis. Et donc, vous voyez que les facteurs de risque d'IST, des femmes sexuellement actives, jeunes, moins de 25 ans, avec un antécédent d'IST, avec un nombre de partenaires au moins égal à 2 dans l'année, un changement de partenaire récent et un partenaire diagnostiqué avec une IST. Alors, l'examen clinique, le seul truc à faire, justement, c'est pour ça qu'on rigolait, c'est, enfin, on rigolait, non, rigolez pas, c'est le toucher vaginal qui va réveiller des douleurs à la mobilisation utérine. Tous les autres signes, d'après les dernières recos, la fièvre et le corée, sont des signes qui vont renforcer le diagnostic et ça nécessite donc que la patiente ait un examen gynécologique. Et donc, en l'occurrence, tu peux défiler, Cécile, cette jeune femme au toucher vaginal, elle avait à la mobilisation utérine, surtout à droite, des douleurs et des cul-de-sac latéraux empâtés. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, on pouvait éventuellement dire salpingite, mais c'est toujours difficile à la clinique de différencier une endométrite d'une salpingite. C'est pour ça qu'on parle d'IGH. Alors, quels sont, alors là, c'est moi et après, c'est toi, je crois. D'accord. Quelles sont les 4 cibles, c'est une diapo à 2, quelles sont les 4 cibles bactériennes que l'on va cibler? Donc les IST premièrement, les streptocoques, les entérobactéries et les bactéries anaérobies. Et parmi les IST, celle qu'on voit le plus, c'est la bactérie de Cécile. Voilà, chlamydia trachomatis, comme je vous le disais, c'est l'infection bactérienne sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde. Alors, elle a des caractéristiques assez particulières parce que c'est une bactérie intracellulaire stricte. Elle ne se développe qu'à l'intérieur des cellules hôtes. Et sur la droite, vous voyez une image de microscopie électronique d'une inclusion dans laquelle on a la bactérie qui se trouve au sein d'une cellule hôte. Et chlamydia présente différents génotypes. Les génotypes ou les génovars de DAK correspondent à des génovars qui donnent des infections sexuellement transmissibles. Et on a ces fameux génovars L qui donnent une maladie au départ que l'on trouve donc plutôt dans les régions tropicales, la lymphogranulomatose vénérienne,
qui se manifeste par une urétrite avec une adénopathie, et c'est ce qu'on appelle la maladie de Nicolas Favre. Et depuis le début des années 2000, eh bien, nous avons notamment dans les régions à haut niveau de revenus, les régions occidentales, chez les populations clés que sont les HSH, des rectites, donc des anorectites à chlamydia trachomatis, et qui sont particulièrement symptomatiques chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Comment on diagnostique l'infection à chlamydia? Donc l'infection génitale basse et génitale haute à chlamydia trachomatis, c'est un diagnostic direct. Donc là encore par des amplifications d'acide nucléique, par des PCR. Ce sont des méthodes qui ont une excellente sensibilité et spécificité. En général, elles sont quasiment toutes duplex, c'est-à-dire que vous aurez le diagnostic à la fois de chlamydia et du gonocoque. Si la PCR est positive, il va falloir traiter. Et dans le cas d'un échantillon anal positif, la plupart du temps chez un HSH, eh bien, il faut rechercher une LGV rectale et donc faire un diagnostic de génovar. Parce que si on a une LGV rectale, donc une infection à chlamydia trachomatis du génovar L, eh bien, le traitement va être prolongé à 3 semaines de doxycycline au lieu d'une semaine normalement pour une anorectite à souche non L. Ce diagnostic de LGV rectale peut se faire par des techniques de PCR maison, et il y a également des kits qui sont commercialisés, que nous avons évalués au CNR et qui présentent d'excellentes performances cliniques. En revanche, ce n'est pas un diagnostic qui est à la nomenclature, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Alors les antibiotiques actifs, il n'y a pas de problème de résistance aux antibiotiques pour chlamydia. On a 3 grandes familles qui sont utilisées pour le traitement. La doxycycline en premier lieu, également les macrolides ou les fluoroquinolones sont actives. Comme je vous le disais, il n'y a pas de résistance acquise chez le patient. C'est très compliqué d'étudier la sensibilité en routine puisque c'est une bactérie intracellulaire et en plus, comme il n'y a pas de résistance acquise, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de test de guérison, de test of cure qui soit recommandé pour un chlamydia, une infection génitale basse à chlamydia, sauf chez la femme enceinte. Et une autre indication de test de guérison, c'est si vous ne respectez pas les recommandations actuelles. En revanche, il est intéressant de réaliser un test de recontamination chez une personne qui aura été positive à chlamydia entre 3 et 6 mois après la première infection. Alors, c'est à toi toujours. Alors, que faire? Voilà, en cas d'une suspicion d'infection génitale haute, donc, je vous en ai déjà parlé il y a quelques diapositives, mais on va rechercher donc au niveau de l'endocolle la présence de chlamydia. Et éventuellement, si vous êtes en capacité de faire une biopsie de l'endomètre, c'est le meilleur prélèvement qui est recommandé par les gynécos et la SPILF. Et puis, bien sûr, il faudra proposer un bilan d'infection sexuellement transmissible avec sérologie VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C, etc. On va en parler juste après. On va en parler juste après. Voilà. Mais c'était vraiment le point important. C'est la seule fois où on ne fait pas un auto-écuménage vaginal. Ça a été des longues discussions entre les microbios, les gynécos, les infectios. Et c'est là où il faut poser un spéculum. Donc, si vous ne savez pas poser de spéculum, il faut adresser à une personne parce que sinon, il ne servira à rien votre prélèvement vaginal. Il ne sera pas assez renseignant pour l'étiologie de cette IGH. Et le deuxième examen à faire, c'est l'écho pelvienne pour les diagnostics différentiels dont on a parlé. Et également les recherches de complications, la principale étant l'abcès tubo-ovarien, qui là nécessitera donc une prise en charge par un gynécologue. Alors, quelles sont les complications rapidement? Il y a des complications immédiates, les abcès tubo-ovariens, les bactériémies, mais surtout les complications à long terme à type d'infertilité, de GEU. Et ce que disent souvent les gynécologues, c'est que ces IGH, elles sont souvent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il reste après des douleurs pelviennes chroniques. Alors, quel est le principe du traitement antibiotique pour aller vite? Il faut couvrir les agents d'IST, les anaérobies, les entérobacs et les streptocoques. Et donc là, on a mis 6 mois à se mettre d'accord entre microbio, infectio et gynéco pour vous proposer le schéma suivant, qui est le schéma, on va dire, de ville classique des formes non compliquées, qui va associer une intramusculaire de ceftriaxone pour couvrir le gonocoque, les entérobacs et le strepto, de la doxycycline pendant 10 jours pour couvrir le chlam, et du métronidazole pendant 10 jours à 500 x 2 pour couvrir les anaérobies. On a mis 10 jours, sachant qu'on sait très bien que souvent à 7 jours, les gens arrêtent. Donc, on avait vraiment mis ces bornes-là parce qu'il y a souvent des problèmes d'observance chez les patientes. Donc, c'est d'emblée qu'on fait la ceftriaxone et on ne la retarde pas. Alors, justement, un mot, Cécile, tu peux nous dire un mot sur les IST asymptomatiques? Oui.
Alors, les IST asymptomatiques, en sachant que la majorité des IST à chlamydia et à Mycoplasma genitalium, elles sont asymptomatiques chez la femme, hein. On est à plus de 80% des infections à chlamydia le gonocoque chez la femme, c'est pas toujours symptomatique non plus, donc c'est fréquent. Alors, en l'absence de symptômes, on va proposer plutôt des échantillons qui sont non invasifs. Chez les femmes cis, auto-prélèvement vaginal ou alors un prélèvement vaginal par le praticien ou la praticienne. Chez les hommes cis, ça sera le premier jet d'urine. Un sperme, ça sera en cas de bilan d'infertilité. Et chez les femmes et les hommes cis, les trans, écouvillonnage anal et pharyngé selon les pratiques sexuelles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, attention à la qualité de l'auto-écouvillonnage pharyngé parce que, notamment pour chlamydia, il faut être capable de ramener des cellules et avec le réflexe vomitif, il est quand même assez difficile, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais de s'auto-écouvillonner le pharynx tout seul. Donc là, on rappelle bien, et Cécile vous l'a dit, qu'un bilan d'ISET, ce n'est pas uniquement un premier jet d'urine chez un homme ou un auto-écouinage vaginal chez une femme. Il ne faut pas hésiter à prélever les gorges et les anus, y compris chez les femmes, et pas uniquement chez les HSH ou hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et bien évidemment, on va compléter ça par les sérologies avec le package de base, c'est le test HIV. Et là, encore une fois, attention, puisque la fiabilité est de 6 semaines après le dernier rapport non protégé. L'hépatite B, sauf si la personne est vaccinée. La syphilis. Et chez les HSH, il y aura 2 sérologies supplémentaires. Le VHC, qui va rentrer en plus dans le cadre de au moins une fois dans sa vie, il faut faire cette sérologie. Et l'hépatite A avec des IgG, il faut bien préciser IgG parce que les labos sinon font des IgM pour voir si la personne a ou pas des IgG. Et si elle n'a pas d'IgG, dans ces cas-là, on pourra proposer une vaccination qui, vous savez, est recommandée chez les HSH du fait des pratiques sexuelles. Donc finalement, la prise en charge thérapeutique d'une IST asymptomatique, on va répondre en partie à des questions du chat. Si vous découvrez de façon fortuite dans votre prélèvement d'IST un gono, dans les urines, c'est très rare, ils sont souvent symptomatiques. Mais très souvent dans la gorge et l'anus, ils sont asymptomatiques. C'est le même traitement pour tous, 1 gramme de ceftriaxone. Et si vous découvrez du chlamydia dans le vagin, pardon, j'ai fait une faute, Cécile elle va m'engueuler, dans le vagin et surtout pas les urines, excuse-moi, j'ai fait une faute, la gorge et l'anus, dans la majorité des cas, c'est la doxycycline qui va prendre le pas sur l'azithromycine, et on aura sûrement des questions là-dessus, pendant 7 jours. La seule exception étant donc la LGV rectale, où on va faire 21 jours de traitement, et donc vagin et pas urine. Urine, c'est chez l'homme. Alors, pour rebondir sur la remarque de Charles, chez la femme, le prélèvement vaginal est plus sensible que l'urine. Donc, dans la mesure du possible, il faut vraiment privilégier le prélèvement vaginal qui soit auto ou fait par le praticien pour diagnostiquer l'infection à chlamydia gono chez la femme. Et alors, un dernier mot, et Cécile, je sais qu'elle va nous le faire en 1 minute. Absolument. Sur Mycoplasma genitalium. Un dernier mot sur Mycoplasma genitalium, parce qu'au bout de quelques années de bataille, eh bien, nous avons des recommandations HAS qui datent de 2 ans, et surtout, c'est maintenant remboursé et pris en charge par la nomenclature. Donc, Mycoplasma genitalium, c'est une IST qui ressemble beaucoup à Chlamydia trachomatis et qu'il va falloir rechercher en cas de symptômes uniquement. Et vous voyez ces symptômes, infection génitale basse, urétrite chez l'homme, cervicite chez la femme. Également, ça peut donner une infection génitale haute, donc vous voyez les symptômes d'infection génitale haute. Les rectites après exclusion de chlamydia et de gonocoque, absolument, hein, parce qu'il peut y avoir du portage en l'absence et de la colonisation en l'absence d'infection. On ne recherchera pas et on ne traitera pas les patients asymptomatiques. Donc, les infections asymptomatiques, comme je vous le disais, elles sont très fréquentes à Mycoplasma genitalium, plus de 70%. Il y a une clairance spontanée et on ne recherchera donc l'infection à Mycoplasma genitalium chez les contacts sexuels que chez les partenaires sexuels de patients qui sont infectés et qui sont symptomatiques avec une infection à Mycoplasma genitalium. En 2022, la HAS donc a donné son avis favorable pour détecter Mycoplasma genitalium par méthode d'amplification d'acide nucléique et également détecter sa résistance aux macrolides. Les macrolides sont le traitement de première intention de l'infection à Mycoplasma genitalium et on est malheureusement aux alentours de 40% de résistance à l'heure actuelle. Depuis janvier 2024, la PCR est inscrite à la nomenclature, PCR de détection de la bactérie, mais également PCR de détection de la résistance
résistance aux macrolides. Hein. Il n'y a pas d'antibiogramme, c'est une méthode moléculaire de détection et donc c'est remboursé. Les recommandations françaises à venir d'ici fin 2024, j'espère. Charles. Alors, juste un mot pour dire encore une fois, et parce qu'on le voit trop souvent, ne pas traiter des porteurs à génitalium asymptomatique. Vous aurez souvent le cas avec ces PCR syndromiques où vous chercherez vous du gono et du clam, mais le biologiste va vous rendre un génitalium. Ça va être anxiogène pour vous, ça va être anxiogène pour le patient, mais il faut ne pas traiter. En revanche, si vous avez une co-infection gono, MG, clam, MG, dans ces cas-là, vous traitez le gono ou le clam et vous voyez après ce qui reste en termes de symptomatologie. Seule exception, comme l'a dit Mme Bébéard, on va traiter les partenaires asymptomatiques des partenaires symptomatiques. Ça va être la seule exception, on va traiter des asymptos. Sinon, il y aura le cercle vicieux de la recontamination. Et comment traiter un génitalium en 2024 ? On va attendre les recos, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc, je pense que si ça vous arrive d'avoir une infection symptomatique à génitalium, il faut demander un avis spécialisé pour arriver à trouver les bonnes molécules. Donc, en conclusion, vous avez vu que les infections sexuellement transmissibles sont en hausse, notamment chez les jeunes et notamment le gonocoque, et pas seulement donc les homosexuels, mais également les hétérosexuels. Bientôt, donc a priori après l'été, on devrait avoir le diagnostic des IST sans ordonnance, hein, donc diagnostic au laboratoire sans ordonnance de l'infection à chlamydia, gonocoque, syphilis, hépatite B et C, qui viendront compléter l'infection à VIH. Il n'y aura pas la C. Il n'y aura pas la C ? On en a parlé, il n'y aura pas la C. Ok, d'accord. Il y avait des discussions sur la C. Elle y est plus. Donc, de toute façon, pour l'instant, c'est pas encore. On attend le décret. Il y a la prise en charge diagnostique. Donc, ne pas oublier les 3 sites en fonction. Donc, gorge, urine et anus en fonction et vagin bien sûr en fonction des pratiques sexuelles. La PCR génitalium et sa résistance aux macrolides est maintenant donc remboursée. Et attention à l'antibiorésistance du gonocoque et du mycoplasme. Et pour finir, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, il nous restera 6-7 minutes pour y répondre. Pour les prises en charge thérapeutiques, pour les patients symptomatiques, comme on a vu dans le premier cas, par exemple de l'urétrite, c'est un traitement immédiat syndromique. Pour les patients asymptomatiques, c'est traité au cas par cas, bactérie par bactérie. On arrête de faire des bithérapies dans ces cas-là. Ne pas oublier, on l'a pas trop dit, le ou les partenaires qu'il faudra dépister et traiter selon les bactéries, ce qui permettra, puisqu'on est dans un séminaire CRATB, un bon usage des antibiotiques. Et encore une fois, la recommandation des prises en charge des IST est à venir. On vous remercie pour votre attention. Donc, on a mis ici tous nos collaborateurs. On n'aura peut-être pas le temps de les détailler. Mais on les remercie vivement parce que sans eux, on ne serait pas là en train de vous présenter ces résultats. Voilà. À gauche, la microbio. À droite, la clinique. Ouais, à gauche, le CNR des infections sexuellement transmissibles et à gauche, le CRATB. Exactement. Et on n'oublie pas le CPIAS et on n'oublie pas l'ARS, puisque sans l'ARS, on ne serait pas là. Et on n'oublie pas le bassin d'Arcachon. Alors, donc, Vincent va nous faire un petit débrief sur les questions pendant le temps qui nous reste. Tout à fait. On va essayer de faire vite. Merci aux orateurs et surtout à tous les connectés. Je pense que si on reliste un petit peu les questions dans l'ordre, on va revenir sur le... J'espère que vous m'entendez bien. On va revenir sur la prise en charge du syndrome d'urétrite. On a eu des questions sur la dose de ceftriaxone, donc on confirme que c'est bien 1 gramme pour couvrir. La dose de ceftriaxone, elle est passée à 1 gramme déjà depuis un petit moment, voilà, ouais, tout à fait. Dans toutes les indications. Ouais, dans toutes les indications. Voilà. Et moi, je voulais peut-être revenir justement, puisqu'au cabinet de ville. Alors pourquoi on nous demande pourquoi? Alors le problème, s'il y a des questions en même temps, ça va être compliqué. On va d'abord répondre aux questions de Vincent, et si on a le temps, on reprendra celles qui arrivent après. Mais juste pourquoi? C'est pour être sûr d'être efficace sur les infections pharyngées et les souches qui auraient une augmentation de CMI et 500 mg, on n'est pas toujours efficace. Voilà, sur la prise en charge en fait d'un patient qui aurait une urétrite pour laquelle on ne sait pas encore si c'est un chlamydia ou un gonocoque, quel serait l'agent infectieux en cause. En fait, je voulais un peu revenir sur en fait quel est le délai de prise en charge nécessaire. On peut pas se permettre, Charles, d'attendre en fait la documentation. Il faut faire toujours une injection
et un traitement Oui. après prélèvement, Oui. mais avant le retour des examens. On est Bien sûr, d'accord? bien sûr, bien sûr. Parce que le risque, c'est quoi? La contagiosité C'est surtout, le risque, c'est la contagiosité en effet, et c'est après la dissémination si c'est un gonocoque de forme disséminée. Donc le seul souci, ça va être le fameux vendredi soir ou samedi matin, où là on va être un peu gêné. Mais la stratégie, c'est vous voyez le patient, vous l'envoyez au labo et il va directement chez le cabinet infirmière ou chez vous pour faire sa ceftriaxone et après sa doxycycline. Il faut vraiment traiter dans ce cas-là les deux. C'est ça, exactement. C'est le problème du vendredi soir. Et là encore, au cabinet de ville, je pense que c'est important de redire aux gens qu'on a le droit de faire des intramusculaires nous-mêmes, les médecins Bien généralistes. sûr. Même certains le font dans les cuisses. Voilà, et que donc, si on pense que c'est nécessaire pour le patient, il ne faut pas s'en priver. Il y a très peu de risques, voilà, sur une technique relativement simple, donc il faut s'en saisir. Pareil, si on déroule le fil de ta clinique, il y avait pas mal de questions sur les LGV, mais finalement, je pense que vous y avez répondu. Ensuite, c'est-à-dire sur la durée du traitement, 21 jours, donc ça, vous confirmez bien. Oui. Alors, traitement 21 jours d'une LGV symptomatique. Hein. Oui. En cas d'une LGV non symptomatique, sans symptômes, eh bien, on commence par 7 jours de doxycycline. Vous avez le résultat de la PCR et on vous répond que c'est un Génovar L. Et à ce moment-là, s'il n'y a toujours pas de symptômes, eh bien, on peut arrêter le traitement, mais il faudra contrôler 6 semaines après qu'il n'y ait plus de chlamydia. Alors ça, c'est un avis d'expert. Voilà. C'est un avis d'expert. Pour l'instant, les recos veulent qu'on fasse 21 jours chez tout le monde. Je vois que Mme Bébert s'emballe. Mais, parce que c'est ça qu'on voudrait obtenir. Oui, mais pour l'instant, on attend. Voilà. Il y avait une question du coup un peu plus globale, encore une fois, sur tous les agents en cause, ceux dont on a parlé aujourd'hui, peut-être à part la syphilis, mais ils peuvent tous rester asymptomatiques. Hein, c'est bien le problème du dépistage. Et voilà, les gono, chlamydia, génitalium, on a parlé de ces trois-là, sont asymptomatiques. Et même beaucoup de syphilis vont être asymptomatiques pendant des années. C'est ce qu'on appelle les syphilis latentes. Petit retour encore sur vraiment le point sur les recommandations officielles et nationales pour les médecins, mes collègues de ville. Oui. Parce que face à un chlamydia, on est toujours normalement, je ne sais pas si... Alors, au jour d'aujourd'hui, on est toujours entre soit doxycycline 7 jours, soit 1 gramme d'azithromycine. Mais les recos à venir vont recommander, comme dans beaucoup de pays à l'heure actuelle, de privilégier la doxycycline pendant 7 jours pour diminuer la pression de sélection de l'azithromycine sur Mycoplasma genitalium. Et pas que. Et pas que d'ailleurs. Et plein d'autres bactéries. Et plein d'autres bactéries. C'est bien entendu. Et vous n'avez pas de crainte sur l'observance de ce type de traitement? Alors, sur l'observance, c'est souvent la question qu'on me pose et qu'on m'a posée. Et déjà, ce que je propose aux gens, c'est de faire 200 mg en une fois, plutôt que de faire 100 fois 2. Et on se dit que même s'ils prennent pas peut-être 7 jours, peut-être qu'il y aura quand même une clairance avec moins de 7 jours. Donc, moi, je préfère qu'on fasse de la doxy à de l'azitro. Les seuls qui pourraient éventuellement rester d'azitro, c'est chez les vagins, chez les femmes, avec les cas de comprimés en une prise, chez les populations précaires, notamment les consultants de Cégide, où là, ils partent avec leur cas de comprimé, on est sûr qu'ils l'ont pris, ils n'auront pas allé à la pharmacie ou ailleurs chercher le traitement. Donc, il reste encore une place, mais il faut que la majorité maintenant bascule sur la doxy. Alors, il y avait une question un peu plus technique sur les patientes transgenres, donc qui auraient un néovagin chirurgical. Je ne sais pas si ça vous inspire sur les prélèvements, en fait, tout simplement, à la fois en dépistage ou en symptomatique, j'imagine. Donc là, alors on est sur un transgenre male to female, donc avec un néovagin. Donc là, le premier site à dépister, c'est l'anus. Donc là, de toute façon, les transgenres, le premier site, c'est l'anus. Et souvent, voilà, c'est ça le premier truc à faire. Le néovagin, on n'a pas beaucoup de retours sur les dépistages. Donc, c'est peut-être là où il y aurait une exception au premier jet d'urine, dans ce cadre-là, pour récupérer certains agents d'IST. Oui, absolument. Et le pharynx. Et le pharynx, bien évidemment. Ouais. On n'a pas de recul sur les néovagins encore. Non. Alors, je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions. Il y avait des questions sur les uréaplasmes. Oui, moi j'aimerais bien en parler quand même. Voilà. Alors, pour terminer sur uréaplasma, mycoplasma hominis, donc c'est notre sujet. Ce ne sont pas des bactéries pathogènes qui peuvent être dans de très rares cas donc responsables d'infections, notamment chez les immunodéprimés. Mais en l'occurrence, dans l'infection génitale basse, il ne faut pas le prendre en compte. Hein. Et normalement, au jour d'aujourd'hui, on dit à nos collègues de ne pas les rendre. Et pour Mycoplasma genitalium, j'y reviens, il est clairement dit dans la nomenclature et à la HAS que les collègues biologistes n'ont pas à rendre un Mycoplasma genitalium s'il n'y a pas de symptômes ou s'il n'a pas été prescrit par le médecin. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, Karim, par « elle se prouver dans la littérature », c'est quand on parlait de quoi? Je ne sais pas.
Voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on a dit est de l'evidence-based medicine. Et donc, on s'est appuyé à Alors, attends, partir. il y a encore une dernière question. Si tout est négatif et en cas de symptômes et que vous avez toujours mycoplasma omnis et uréaplasma, vous ne traitez pas. La seule chose que vous pouvez faire si c'est un homme, éventuellement, penser à une urétrite à uréaplasma, ça existe. C'est très rare, mais ça existe. Mais n'allez pas traiter parce qu'il y a du omnis et du uréaplasma qui fait partie de la flore commensale. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai dû en voir une fois dans ma vie Voilà. des urétrites à uréaplasma. Donc, c'est vraiment des choses exceptionnelles. Et c'est vrai que pour le moment, c'est toujours difficile d'avoir des génotypes ou génovars chez les patients de type LGV, quoi. C'est souvent ce qu'on nous dit, quoi. Avec le diagnostic de la, oui. LGV, Le diagnostic, diagnostic, oui, le diagnostic de la LGV est difficile en routine. C'est surtout que c'est pas remboursé. Donc nous à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, on vous le propose, mais ça sera payant. À Paris, il y a plusieurs également laboratoires, en tout cas du CNR, qui le proposent. Il y a quelques autres labos qui le proposent, mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir le diagnostic, je vous l'accorde. Mais en tout cas, CHU de Bordeaux, vous pouvez les envoyer. Et pour le docteur Lopez, ça va faire bondir Cécile Bébert, puisqu'on était en réunion il n'y a pas très longtemps avec la NACNAM et les laboratoires de ville, passer le message au labo de ne pas rendre des génitalium quand ce n'est pas prescrit. Entièrement d'accord avec vous, docteur Lopez. Et on était encore, il y a une semaine, en discussion avec les syndicats de biologistes privés, avec Charles Cazenave et la CNAM, et on leur a, c'était une injonction, voilà, donc de ne pas rendre. Voilà. Et c'est écrit partout. Maintenant, on va préparer des vidéos pour leur expliquer, mais il faut pas rendre ce résultat, et c'est écrit partout. Et c'est un combat de beaucoup de co-révis. Oui. Et est-ce qu'il faut faire une PL systématique si le VDRL est très élevé dans la syphilis latente? Alors ça, c'était un vieux dossier, entre guillemets, et on verra ce que disent les prochaines recommandations, mais il faut déjà bien examiner son patient. S'il y a un doute, l'envoyer chez l'ophtalmo, parce que c'est souvent l'œil qui parle le plus. Mais l'appel systématique dans les syphilis, c'est du passé. Même si le VDRL est très élevé, on va le considérer en l'absence de symptômes neuro par une syphilis. Alors, le gonocoque est contrôlé après traitement, ça dépend des recommandations. Normalement, en tout cas, c'est pas systématiquement recommandé, mais en tout cas, s'il y a un test of cure à faire dans certains cas, ça sera à peu près ça sera 8 jours après la fin du traitement. Ouais. Mais c'est pas systématiquement recommandé. Bah, si, dans ce qu'on avait écrit dans le CNR, la SPILF et les SFD, on avait dit de faire un test of cure à S2. On avait dit de le faire. Si, on en a parlé, mais sauf qu'en pratique. C'est écrit. Dans l'algorithme qu'on a fait. On a dit de le contrôler. Surtout dans les gorges. Mais en pratique, c'est vrai qu'on le fait pas. Le seul truc où vous devez le faire, c'est si vous avez un doute, et sur notamment une contamination en Asie, où là, on sait qu'il peut y avoir des gonos XDR, et c'est vraiment là où il y aura la place du contrôle d'éradication du gono. Donc, encore une fois, c'est comme le chlamydia, plutôt que de faire des contrôles d'éradication, il faut faire des contrôles de recontamination, et dans ce cas-là, plutôt à 3 mois. Je reprends la parole, peut-être pour conclure, du coup, si je vois plus de questions et les gens remercient, donc ça semble bien signer la fin du webinaire. On vous remercie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, excusez-nous pour les petits soucis techniques qui, j'espère, n'ont pas trop encombré vos messages. À très vite. Ben oui, on va continuer les séminaires, les webinaires. Donc sur la chaîne YouTube, vous avez exactement sur la chaîne YouTube, vous avez le premier sur Mycoplasma pneumoniae. C'est vrai qu'on est très mycoplasme à Bordeaux. Et celui-ci accessible sur notre chaîne YouTube également. Et merci Vincent pour l'organisation et merci encore une fois au CRATB Nouvelle-Aquitaine et au CNR des IST bactériennes avec Cécile Bébéard. Merci, à bientôt, au revoir.